Christian Massot. Je suis devenu bibliothécaire par hasard, pas du tout par vocation. Par contre, j'ai découvert au cours de mon parcours professionnel que ce métier pouvait être vécu comme une vocation, ce qui a été le cas pendant 40 ans. J'étais un usager des bibliothèques, mais je n'avais jamais imaginé non seulement y travailler un jour, mais même y faire toute ma vie professionnelle. En 82, j'ai quitté la région parisienne pour m'installer au sud de Lyon, à Givors, pour ouvrir ce qui était à l'époque le 4e fonds musical de la région. Les pionniers avaient été la ville de Lyon, bien évidemment, mais aussi le réseau des bibliothèques de la ville de Grenoble, et puis la bibliothèque départementale du Rhône. Donc Givors, ville de moins de 20 000 habitants, avait été la 4e collectivité à proposer un fonds musical. À l'époque, Sylviane Lange était responsable de la formation CFB Musique. Elle travaillait pour la ville de Grenoble. Elle a proposé de réunir les bibliothécaires musicaux. À l'époque, on disait encore beaucoup discothécaires. D'ailleurs, on le dit encore un peu aujourd'hui. Et au bout de quelques réunions, le CD arrivait dans le paysage en 83. Et on a fini par trouver judicieux de constituer un réseau en déposant des statuts associatifs. C'était VDL. VDL qui s'est d'abord appelé vidéothécaire, discothécaire de la région lyonnaise, pour très vite devenir professionnel de l'image et du son en Rhône-Alpes, comme la FNAC. C'est-à-dire le logo est resté, mais le sens a été élargi et précisé à la fois. Quand la Discothèque de France, qui était notre référence nationale, qui publiait des fiches, qui apportait des conseils de construction de fonds, qui organisait des formations. Quand Jean-Marie Daudry, son directeur historique, a décidé que la musique en bibliothèque s'implantait de façon irréversible, c'est ses propres termes, donc il n'y avait plus besoin d'une association nationale pour légitimer ce mouvement. Donc la Discothèque de France s'arrête, les professionnels se sentent, orphelins est peut-être un mot un peu fort, mais pensent qu'ils vont manquer d'un outil professionnel. Et donc, aidés en cela par la création de la Discothèque des Halles, qui est connue aujourd'hui comme Médiathèque musicale de Paris, la perspective de l'ouverture de la Discothèque des Halles en 88, je crois, c'était... on a pensé utile. Il y avait également à l'époque le CNCBP, le Centre national de coopération des bibliothèques publiques. Les années 80 ont été celles aussi où on a pensé la coopération comme un outil de développement culturel. Eh bien, les représentants de la ville de Paris, à travers la bibliothèque musicale, qui était Michel Sineux, qui venait d'être nommé pour construire à la fois le projet, l'établissement, les collections, et du côté de l'État, Eliane Bourguignat, qui était directrice du CNCBP, on pensait à créer une revue qui s'est appelée Écoutez Voir et qui a eu 14 ans d'existence et qui remplaçait en fait les services fournis par la Discothèque de France. VDL existait déjà depuis 5 ans et donc nous avions été identifiés et j'ai été sollicité pour être le représentant du réseau, c'est-à-dire des bibliothécaires musicaux de base au sein d'une structure qui avait été pensée plutôt de façon administrative par 2 tutelles. Ensuite, j'allais vite parce que les premières années, l'essentiel de l'activité, c'était de fournir de la matière pour la publication d'Écoutez Voir. Il y a eu 2 périodes, une période où il y avait un trimestriel, quadrichromie, beaux produits vendables, et puis un mensuel pour les chroniques de sélection de disques, qui était encore proche du modèle Discothèque de France. Et puis on est vite passé au bout de 3 ans à un modèle mensuel où la quadrichromie avait été conservée, mais on intégrait, disons, les 2 aspects, culture musicale et outils de sélection discographique. Jusqu'à la première loi Sapin, vers 86-87, qui a posé à beaucoup d'associations culturelles en France un problème d'organisation, parce que très souvent les associations fortement, voire exclusivement financées sur des budgets publics, en l'espèce c'était Ville de Paris et ministère de la Culture, ne pouvaient plus être dirigées, donc avoir des présidents qui étaient des représentants des subventionneurs, enfin des financeurs.
Donc, à l'époque, il y avait la Fédération nationale de coopération des bibliothèques publiques qui accueillait nos réunions. Les réunions de rédaction de Écoute et Voir étaient au HAL, et les réunions de l'association se passaient à la Fédération, puisqu'on était dans un esprit de coopération. Et il a fallu très rapidement répondre à cet impératif de trouver une organisation dans laquelle les autorités publiques qui finançaient n'étaient plus responsables légalement. Donc il fallait un professionnel, ça a été moi, ça a duré 8 ans. Donc à l'époque, j'organisais des formations pour être présent sur les festivals. C'est-à-dire que j'étais déjà engagé sur des actions de formation. J'étais convaincu qu'une bonne partie de la compétence professionnelle des bibliothécaires musicaux tenait de moins en moins à la connaissance du support, à la capacité à gérer des collections physiques, mais de plus en plus à la compétence sur les contenus. Et que les contenus, il vaut mieux les aborder, pas seulement sous l'angle d'une écoute sur de la musique qu'on appelait musique morte, c'est-à-dire figée sur un support, mais également de la musique vivante dans son expression. C'était l'époque aussi de la création des SMAC, des scènes de musique actuelle, etc., portées par le ministère, et que ce discours était bien entendu dans les années 80-90, c'est-à-dire que les professionnels avaient besoin aussi de se confronter au milieu du spectacle vivant, au milieu des créateurs, etc. À la fois pour connaître la création, mais aussi pour connaître les publics. Constituer une collection à partir de données de seconde main et pour n'avoir comme autre relation avec le public que ceux de notre établissement nous paraissait trop réducteur, alors que rencontrer les artistes et rencontrer les publics qui se déplacent pour ces artistes apportait une plus-value évidente. Donc ça a été la première rencontre organisée à Bourges, pendant le printemps de Bourges. Nous étions en partenariat avec le printemps. On avait été accueillis par la médiathèque de Bourges, toute neuve à l'époque. Et je travaillais à l'époque aussi pour MEDIAC, le centre de formation régionale, CRFCB, où j'avais repris la responsabilité du CAFB musique. Donc la spécialisation s'est arrêtée en 1994, comme les autres. Et à la fin de ce diplôme technico-professionnel, et ça a été un succès. On avait même un inspecteur général des bibliothèques, les représentants du ministère, enfin, etc. Donc, à l'évidence, l'idée était bonne puisqu'elle déplaçait à la fois les collègues, les professionnels, mais aussi les institutions. Donc, mon second employeur de l'époque, l'Université de Grenoble, à travers MEDIAT, m'a confié le soin de refaire la même opération, mais en Rhône-Alpes. La CIM donc, était toujours porteur de l'organisation, mais j'avais le soutien d'un centre de formation, donc ça a été la deuxième édition. Et celle-ci était à Villeurbanne, là où on se retrouve aujourd'hui pour la 19e édition. Donc, voilà, c'est une sorte de long parcours. Ensuite, on a adopté un des principes auquel je tiens à cœur, qui me tient à cœur, c'est le nomadisme. C'est que ces rencontres nationales aillent sur le terrain à la rencontre des professionnels. Et donc ça a pris très vite. On a eu une petite crise, alors c'était la 4e année. La 3e année, c'était à Strasbourg, c'est là qu'on a fait la connaissance d'Arsenote, et qui nous avait accueillis dans des conditions magnifiques dans le musée de Strasbourg. Voilà, ensuite Saint-Jean-de-Védas en 80. Il ne faut pas que je me trompe dans les dates, hein, ça va être 2004 maintenant, hein, c'est ça. Où je ne voulais pas être, comment dire, comme dans d'autres associations où quand ça roule, les gens font confiance et on a une équipe qui reste à la direction, un peu plus par facilité que par réel désir. Donc le bureau de l'époque a été unanime pour dire il faut provoquer un sursaut pour dire cette association, c'est la vôtre. Et si vous ne voulez pas nous remplacer, c'est peut-être que vous n'en avez pas besoin. Dans ce cas-là, on peut la dissoudre. C'est une sorte de psychodrame organisé, mais dont on ne connaissait pas l'issue. Et l'issue a été magnifique. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand silence à Saint-Jean-de-Védas, et puis
un doigt timide s'est levé et une personne a dit « Ah, moi je veux bien essayer ». Et cette personne, elle a disparu au bout d'1 an. Mais elle a été majeure dans l'évolution, c'est que même si ce n'est pas elle qui a porté la suite, si elle ne l'avait pas fait, derrière, il n'y a pas eu d'autres personnes qui seraient décidées à s'engager. Alors moi, je suis resté toujours au conseil d'administration, une sorte d'accompagnateur bienveillant, et puis pour transmettre aussi les savoir-faire, etc. Mais voilà, je pense que ça n'est pas bon pour une organisation, quelle qu'elle soit, de garder trop longtemps à sa tête des gens, même si les adhérents sont contents du travail. Voilà. Par contre, moi je suis content aussi que tout le monde y trouve son compte et que j'ai encore ma place dans l'organisation. Voilà, et on arrive aujourd'hui à ces 19e RNBM, dans un lieu symbolique, accueilli par Ivalix, qui a été un des compagnons de route depuis 1989, puisqu'il a eu dans sa carrière de nombreuses fonctions, mais dont celle d'avoir travaillé aussi pour la Discothèque de France et d'avoir une formation musicale importante qui lui a permis aussi de savoir de quoi il s'agissait, de nous accueillir vraiment en connaissance de cause dans son établissement aujourd'hui. Voilà, c'est aussi les 30 ans de la CIM aujourd'hui, et puis l'an prochain, là, je pense que notre nouveau bureau aura à cœur de fêter les 20e rencontres nationales. Donc je ne peux pas dire, là devant la caméra, s'il y a des oreilles indiscrètes, puisque ça sera annoncé comme c'est la tradition en clôture, pour se donner un rendez-vous pour l'an prochain.